Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité, leur vécu ou encore leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous réalisons de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets d'avocats. Dans ce nouvel épisode, vous pourrez découvrir ma conversation avec François Kopf. François Kopf est avocat associé au sein du cabinet Darrois à Paris. Il est là depuis 2015 et est aujourd'hui co-managing partner de ce cabinet. Il intervient en restructuring avec son associé Mathieu de la Victoria. Dans ce podcast, vous pourrez découvrir des anecdotes, son vécu, ses histoires, ses conseils et aussi la suite pour le cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître François Kopf. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître François Kopf, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans vos locaux au 69 avenue Victor Hugo, dans le cabinet Darrois, Villers, Maillot, Brochier. En plus j'ai été upgradé parce que généralement je vais en salle de réunion. Là j'ai la chance d'être au 6e étage dans le bureau de l'actuel managing partner du cabinet Darrois et d'un ancien du DJCE de Nancy. Bonjour Maître Kopf. Je suis ravi de vous recevoir. Eh bien écoutez, moi aussi. Alors on va commencer par la même question par laquelle on commence tout le temps et on va aller très très vite dessus parce que ça remonte à loin, sans vous faire offense. Qui vous étiez avant de devenir avocat ? Écoutez, moi j'ai grandi en province, dans les Vosges. J'ai fait mon droit à Nancy, à la faculté de droit de Nancy, et j'étais destiné à être avocat en province, à Nancy, et honnêtement mon ambition était là, et c'est un peu par le concours des circonstances, des hasards, qui m'ont mené à Paris. J'étais persuadé que j'y resterais pas très longtemps, et puis finalement, 20 ans après, on y est encore. Donc j'étais un étudiant normal, studieux au fil des ans. Je le suis devenu plus en dernière année de l'université que je l'étais en première année. J'ai vécu des très belles années, j'y ai fait des amitiés très fortes. Je garde un souvenir fort et une nostalgie presque de mes années étudiantes qui ont été merveilleuses. À la fois à Nancy et à la fois Erasmus, parce que j'ai fait Erasmus en Grèce, ce qui était un peu improbable, mais de très belles expériences. Voilà. Très clair. Et donc vous faites le DGCE de Nancy, vous décidez de faire un stage. Où est-ce que vous le faites et où est-ce que vous prenez votre première collaboration ? Alors, je fais le DGCE, j'aime beaucoup la fiscalité. Là, ça a été une rencontre vraiment très très forte avec un professeur absolument exceptionnel, aujourd'hui disparu, le professeur Gosserez, qui aura, je crois, marqué beaucoup d'étudiants. Et je me destine à une carrière de fiscaliste. Voilà, intellectuellement, je trouvais ça vraiment très fort, très exigeant, beaucoup sur les chiffres. En tout cas, c'était une gymnastique qui me plaisait beaucoup. Je fais un stage à Nancy, dans un cabinet d'expertise comptable, convaincu de la nécessité d'avoir des bonnes bases en compta. Et puis après, je rentre à l'école d'avocat, ce qui était à l'époque le CRFPA de Nancy-Metz. Et je fais un stage à Paris, d'abord, dans un cabinet, le cabinet Bertrand Moreau, qui faisait de l'arbitrage, pour aller découvrir un petit peu autre chose. Et puis, à la fin de mon droit, il y avait encore à l'époque le service militaire. Et moi, ça me gênait de me faire réformer. Non pas que j'étais un fan de l'armée, mais après tout, aller simuler de la folie ou quoi que ce soit en disant que j'étais pas apte à faire mon service militaire me gênait un peu. J'avais une période ouverte, j'avais 4 mois avant de rentrer. Et puis, comme tous les étudiants, j'étais fauché comme les blés. J'avais plus un sou parce que j'en avais bien profité pendant cette période. Et puis j'ai voulu trouver un boulot. Et je me suis dit que je pourrais faire un stage. Et j'ai fait un stage qui était payé. Et donc j'ai fait un stage à l'époque chez Pricewaterhouse Juridique et Fiscal, ce qui est devenu Landwell, pendant 4 mois. Voilà. Donc c'était un super stage et ça m'a beaucoup plu. J'y ai rencontré Jean-Luc Calisti, à l'époque, qui n'était pas associé là-bas, qui était un collaborateur senior, quelqu'un de très brillant et de prévenant, d'amical, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ils m'ont proposé de rester, mais ça ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Une structure très hiérarchisée, des titres. On était manager, on était, je ne sais plus tout ce qu'il y avait derrière. Et au fond,
quelque chose qui ne reflétait pas l'essence libérale de la profession d'avocat telle que moi je la concevais. Donc ils m'ont proposé de rester, puis j'ai dit thanks but no thanks. Je suis rentré à Nancy pour faire mon service militaire et puis bien décidé à y rester et à exercer à Nancy. Et quelques mois après, ils m'ont rappelé. Jean-Luc m'a rappelé, me disant tu voulais pas venir là, mais il y a un nouveau projet qui se dessine chez Herb Smith. Et est-ce que tu veux venir? Alors là, c'était radicalement différent, un cabinet anglais à Paris, tout autre chose. Et c'est correspondu à un moment où j'avais quelques questions sur ce que j'allais faire. J'étais à Nancy, je voyais, je ne sais plus quel âge j'avais, 25 ans, ma vie telle qu'elle serait à 45. Et ça m'a donné une certaine forme de vertige en me disant je ne peux pas ne pas prendre de risques. Je dois essayer autre chose. Et donc là, vous rejoignez finalement Jean-Luc Castelli au sein de ce cabinet d'avocats. Et qu'est-ce que vous y trouvez? Est-ce que le volet libéral de la profession que vous recherchiez avec la minimisation de la hiérarchie qui pouvait exister chez Landwell, est-ce que ça vous convient et quelles sont les tâches que vous allez finalement accomplir durant vos premières années de collaboration? Alors, je l'ai rejoint du coup, alors j'ai dit oui pour faire ça. Je l'ai rejoint en janvier 99. J'étais tout de suite très heureux là-bas. J'ai vu effectivement une structure moins hiérarchisée qui existait, un cabinet général mais très axé M&A. Et j'y ai appris tout doucement mon métier, en faisant du droit fiscal pendant 2 ans, mais en faisant évoluer ma pratique progressivement, parce que ces structures le permettaient, elles n'étaient pas trop en silo, et en venant de plus en plus au M&A. Et j'ai travaillé notamment avec un avocat qui s'appelle Philippe Trosset, un avocat qui m'a beaucoup appris également, beaucoup marqué, qui est devenu un ami. Et donc voilà, et j'ai commencé à faire du M&A comme on connaît dans les cabinets, pour des clients internationaux, pour des clients français, mais auprès d'une équipe compétente, attachante, et d'une structure, à l'époque, Herbert Smith, c'était environ 80 avocats. Et ça, jusqu'en mes premières années de collaboration, je sais plus, 4-5 ans de collaboration. Très clair. Et donc là, vous apprenez votre métier, vous commencez vraiment à toucher à la pratique dans un univers qui vous plaît, dans une organisation où finalement on vous donne la possibilité de bifurquer de la fiscalité vers le M&A. Est-ce que vous commencez directement à développer votre clientèle personnelle, puisque très attaché au caractère libéral de la profession, ou est-ce que plutôt vous vous mettez dans le sillage en disant j'apprends ma profession et a posteriori je développerai? Alors, moi, j'ai toujours été attaché à avoir avoir une clientèle personnelle. Mais au fond, ça ne se décrète pas. C'est les opportunités, c'est des rencontres, telle ou telle personne qui t'appelle, je cherche parce que j'ai besoin de coups de main pour monter une société ou pour faire des, entre guillemets, petits contentieux. Et ça, j'y étais attaché parce que j'étais convaincu, mais ça au fond c'est le modèle du cabinet Darrois, ce que Jean-Michel Darrois a promis et ce sur quoi il a construit aussi son cabinet, c'est-à-dire le contentieux avec le conseil. Voilà. L'un se nourrit de l'autre. Vous êtes jamais aussi bon au conseil que quand vous avez cette expertise judiciaire et cette expérience devant le juge, de la même manière que vous n'êtes jamais aussi bon au judiciaire quand vous avez une bonne expérience du contentieux. Donc j'avais cette conviction, et puis j'ai fait des dossiers régulièrement quand j'en avais le temps aussi, parce que fondamentalement j'étais dans ma structure et c'est ça que je devais faire. Et puis j'en ai eu, la structure était très, très souple, nous autorisait à le faire. Et voilà, les opportunités sont venues, et c'est comme ça que j'ai pu développer progressivement, avoir des dossiers perso, comme on disait. Très clair. Donc vous passez 4-5 ans au sein de ce cabinet chez Herbert Smith, vous décidez de partir.
Pourquoi? Alors, en 2003, j'ai eu la chance de faire le concours de la conférence du stage. Et ça a été vraiment une année charnière, parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis vu faire l'essentiel de ma carrière à Paris. En tout cas, avant, j'avais toujours l'idée de revenir à Nancy, là où j'avais toutes mes attaches et que j'aimais beaucoup. Et donc, la conférence du stage, ça m'a ouvert des perspectives nouvelles, ça m'a permis de rencontrer des gens différents, des gens nouveaux, ça m'a permis de faire beaucoup de contentieux, alors du contentieux pénal que je fais plus, mais en tout cas de croiser le barreau plus traditionnel, avec moi ma casquette d'avocat d'affaires. Et ce que j'ai appris, quelque chose qui m'a frappé au barreau, côtoyant ce barreau, c'est que les grands du barreau, les avocats qui étaient les plus connus, ceux qu'on voyait, avaient tous eu, je crois, ce dénominateur commun d'apprendre à un moment donné leur métier auprès d'un très grand. Voilà. Ça m'avait frappé. Alors moi, j'étais très heureux des expériences que j'avais, mais j'avais eu quelqu'un en plus. Et c'est à ce moment-là où, par le hasard, il y a un cabinet de chasseurs qui m'a appelé pour y travailler avec Dominique Bonpoint. Et Dominique Bonpoint, à l'époque, était arrivé chez Clifford Chance, avait une réputation déjà exceptionnelle, une carrière stratosphérique. Il avait été associé très jeune chez Brodin-Pratt. Je rencontre Dominique Bonpoint et j'ai une espèce de coup de foudre professionnel à avoir un type exceptionnellement brillant et intelligent, par ailleurs sympathique comme ceux qui le connaissent peuvent le savoir. Et je vais le rejoindre chez Clifford Chance parce que je pense que, donc là on était en 2004, donc j'avais 4 ans ou 5 ans de barreau, et après la conférence du stage, on a des dossiers. J'avais des dossiers perso, mais c'est pas parce qu'on a des dossiers qu'on a des clients. Et au fond, je me suis dit, je dois continuer mon apprentissage comme avocat, parce que pour être un avocat de plein exercice, au fond, c'est 10-12 ans que ça prend. Et moi, j'avais le sentiment qu'il fallait que je poursuive ça. Et c'était une occasion exceptionnelle que j'ai poursuivie donc aux côtés de Dominique. Et donc, finalement, le mentor, si vous me permettez le mot, que vous allez chercher, vous le trouvez chez Dominique Bonpoint. C'est un coup de foudre professionnel qui est réciproque. C'est quelqu'un qui vous a pris sous son aile pour vous faire monter? Ah ben moi, je dois énormément, si ce n'est tout, à Dominique, incontestablement. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de foudre, ça serait très présomptueux de le dire, mais en tout cas, il m'a appris mon métier. Il m'a tout appris. Je suis aujourd'hui l'avocat que je suis par tout ce que j'ai pu faire aux côtés de Dominique. Donc, très vite, on s'est merveilleusement bien entendu. Très vite, moi j'ai été absolument fasciné par l'avocat qu'il était et le côté très complet de l'avocat qu'il était au fond, parce que on le connaît sur les OPA, la matière boursière, etc. Mais il a une plume exceptionnelle. Enfin voilà, je ne veux pas aujourd'hui. Il était incroyable. Et donc très vite, il m'a dit j'envisage de bouger sans me dire où il voulait aller. Est-ce que tu me suivrais? Et moi, je lui dis oui, puisque fondamentalement, j'étais arrivé pour travailler à ses côtés. Blanchant. Exactement, voilà. Et vous l'avez suivi? Et donc, en novembre 2004, je crois que c'était ça, un mois avant de partir, il m'annonce qu'il veut aller chez Sullivan Cromwell. Et donc, ouais, je l'ai suivi, et dans le monde de ces cabinets américains, ces firmes de Wall Street, qui étaient totalement nouveaux, totalement improbables, parce que rien n'était fait pour que j'arrive dans un cabinet comme SNC. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez là-bas? Est-ce que vous voyez une différence avec Clifford, avec Herbert Smith? Comment ça se passe en termes d'organisation, en termes de management, en termes de développement? Écoutez, c'est un cabinet très, très différent.
de ces structures Magic Circle anglaises. D'abord, c'est fondamentalement un cabinet américain. C'est-à-dire que c'est One Firm, hein, c'est une structure qui à Paris était plus petite. Alors elle est encore maintenant, mais plus petite encore, mais à l'époque elle n'était pas très grande. Moi, j'étais très heureux, mais très inquiet aussi d'arriver là-bas. Fondamentalement, avec le sentiment de ne pas être à ma place. Vous voyez, j'avais ni fait HEC, ni fait Harvard. Je venais de ma province et de mon DJCE de Nancy, quoique très fier de ce que j'avais pu faire. Et donc, je découvre d'autres gens. Donc, l'équipe américaine à Paris était conséquente. Et là, oui, c'est pas pareil. Ça travaille. Les réputations sont connues et sont parfaitement exactes. Donc, j'ai travaillé comme un forcené, comme un damné de la terre. Non pas. Ce qui m'avait interpellé au début, c'est que je pensais que c'était au fond un dysfonctionnement. C'est-à-dire que quand vous avez une masse de travail pareille, pourquoi vous ne prenez pas un peu plus de monde pour pouvoir le faire? Alors qu'en réalité, le modèle n'est pas celui-là. Le modèle, il est fondamentalement d'être en capacité d'amener en 8e année, après la 8e année, des avocats de plein exercice. Et donc, il y a une forme de course contre la montre qui est faite dans ces cabinets pour donner de l'expérience. Et à la fin, ça devient un vrai actif parce que vous avez vu énormément d'opérations. Vous avez vraiment fait beaucoup travailler dessus. Et donc, à 8-9 ans d'expérience, vous êtes fort de tout ça, avec un mode de fonctionnement par ailleurs sur le Journal Practice, hein, une organisation qui était pas très limitée dans le champ d'application. Donc moi, j'ai fait de la dette, j'ai fait du M&A côté, un peu de PI, du contentieux aussi. Donc c'était vraiment très, très général, comme son nom l'indique. J'ai pas fait d'ICM, parce que ça, j'aimais pas. Alors c'est vraiment la marque SNC. Voilà, pour moi, j'ai pas trouvé ça épanouissant. Mais c'était... oui, en tout cas, c'était pas ma cam, voilà. Et c'était bien. Ouais. Et alors du coup, c'est quoi les compétences finalement pour aller bosser chez Sullivan & Cromwell? C'est vraiment d'avoir de la résistance physique, de l'abnégation et de la ténacité pour réussir finalement à passer le cap de la 8e année et devenir un avocat entre guillemets entier? Au-delà de la technique. Vous le retrouvez... alors c'est une école de l'excellence, incontestablement. Hein, ces cabinets, les profils qui s'y trouvent sont des gens qui sont très bons. Ils n'en ont pas le monopole. Hein. Je veux dire, vous prenez les équipes au sein de notre cabinet ici. Moi, j'ai retrouvé ici, chez Darrouvillers, beaucoup de ce que j'avais connu chez Sullivan. Quand vous faites une note, on demande aux équipes d'aller retourner la bibliothèque pour être certain d'être allé jusqu'au bout des choses. Les gens sont bons. Voilà. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Après, c'est des choix très personnels. Est-ce que ça en vaut la peine? Dans quel profil de carrière on s'y fait? C'est des structures dont on sait que les perspectives d'association sont très limitées. Mais au fond, vous en sortez en ayant appris énormément de choses. Alors après, il faut savoir en faire quelque chose derrière. Et ça, c'est un des enjeux aussi, de savoir sortir de ce type de structure, au bon moment d'ailleurs, et pas être esclave, pas en être esclave, notamment parce que les conditions de travail y sont très favorables. Et puis à l'époque, d'ailleurs, les rémunérations qu'il y avait là-bas étaient calées sur celles de New York. Donc vous avez 30 ans ou 32 ans, vous êtes payés comme des rois. À Paris, c'était tout à fait particulier, quoi.
Très clair. Donc, chez Sullivan & Cromwell, vous faites entrer Mathieu de la Vittoria, qui m'a raconté ça il y a quelques semaines, en me disant que c'est vous qui veniez le chercher, ou en tout cas vous échangez, qui vous lui proposez de venir chez Sullivan & Cromwell. Et là, il décrit finalement une relation de binôme qui va finalement naître entre vous et être cultivée au fur et à mesure des années d'exercice. Est-ce que vous avez reproduit finalement ce que vous avez trouvé avec Dominique Bonpoint, avec Maître de la Vittoria? Sans doute, sans doute. Moi, j'avais toujours gardé beaucoup de liens avec Nancy, et puis je disais aux doyens de la fac à Nancy, et puis au patron du DGCE, si vous avez des étudiants qui sont top, nous on les prend en stage, parce que pour les cabinets, c'est absolument critique, essentiel de chercher en permanence à avoir les meilleurs parmi les meilleurs. Bon. Et un jour, le doyen Grosse m'appelle, me dit « Oui, François, vous allez bien. Bon, écoutez, on a un étudiant vraiment qui est très très bon. Vous m'avez dit, est-ce que pour les stages, est-ce que ça vous intéresse ?» Je dis « Pas de problème. » Ça tombait bien parce que moi, j'allais faire une intervention de DGCE à ce moment-là. Et puis, je le rencontre, on en parle pour le faire. Et puis, alors, je ne sais pas si Mathieu l'avait dit, mais il avait refusé initialement parce que il ne connaissait pas, l'indemnité de stage était conséquente, ça faisait suspect, etc. Et puis le doyen Grosse avait été très amical puisqu'il lui avait donné une forme d'invitation polie mais ferme de venir faire un stage. Et donc, oui, voilà, Mathieu, j'ai beaucoup travaillé avec lui, on s'est très bien entendu, et puis surtout il est très fort, Mathieu. Voilà. Et donc, un profil comme ça, moi je pense qu'il était agrégatif parce qu'il aurait parfaitement pu faire une carrière universitaire, mais une des questions qui se posent sur des profils de cette nature, c'est comment ça se passe en cabinet, parce qu'on fait du droit, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, on est au service de clients, et lui, il a formidablement pris le pli sur ça. Alors, quand vous êtes collaborateur, en première année, il y a un niveau d'attente en première année, voilà. Et puis après, il faut que ça suive, parce que les attentes en deuxième année ne seront pas les mêmes, etc. etc., etc. Ce n'est pas parce que vous êtes performant en troisième année que nécessairement vous allez l'être en septième ou en huitième. Et donc chaque année qui se passe fait ça. Et donc, on s'est très bien entendu, et quand moi j'ai pris la décision de partir de chez Sullivan, je lui ai proposé de me suivre, il a accepté, ce qui était une démarche courageuse aussi de sa part, parce que moi, ensuite, je n'allais pas être en mesure de lui proposer les mêmes conditions que celles qu'il avait chez Sullivan. Et voilà, je lui en sais gré, il m'a fait confiance, et moi, j'ai voulu donner le meilleur de moi-même pour lui et pour la suite. Voilà. Et aujourd'hui, il est associé du cabinet, j'en suis forcément très fier. Je comprends. Vous partez du cabinet Sullivan & Cromwell et vous allez créer finalement votre propre cabinet à ce moment-là de votre carrière. Donc vous avez connu des cabinets d'expertise comptable à Nancy, un cabinet d'avocats à Paris, des cabinets anglais, des gros cabinets anglais du Magic Circle, un cabinet américain. Et là, vous allez créer un cabinet à votre effigie. Alors, c'est ça. Quand on quitte ce type de structure, je pense pouvoir dire qu'on sait travailler. Voilà. Parce que si on ne sait pas bosser, on n'y reste pas, en tout cas aussi longtemps. Moi, j'étais pas jeune, hein, j'étais collaborateur professionnel. Vous voyez, on était en 2012, je suis parti le 1er janvier 2012. Je suis né en 73, donc j'avais 38 ans, vous voyez, donc c'est pas jeune non plus. Et donc on sait bosser, mais moi j'avais besoin de savoir si le marché achetait ça. Parce que c'est une chose de bien savoir travailler, mais c'en est une autre de savoir s'il y a un marché pour ça. Parce que sinon vous criez dans le désert et ça sert à rien. Et au fond, l'épisode de Sullivan & Cromwell a été dur, quoi. Moi, j'ai été vraiment marqué au fer rouge, et puis je suis sorti de là. Voilà, c'était difficile, c'était une véritable épreuve. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de prendre du risque, de me confronter à ça, et de voir si le marché l'achetait.
Et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de poser ma plaque. On va en parler avec Arthur de Thomas, que j'avais rencontré à la conférence du stage, par opposition à d'autres schémas qui auraient été de rentrer comme counsel dans une structure anglaise ou associé si un des cabinets me le permettait. Voilà. Donc j'ai voulu du risque. Voilà, j'ai voulu du risque parce que j'avais besoin pour plein de raisons, par amour-propre sans doute, mais de voir s'il y avait, s'il y avait un marché, quoi. Si les gens achetaient aussi ce que j'étais capable de, ce que j'avais appris et ce que je savais faire. Et alors là, qu'est-ce que vous rencontrez face à vous? Qu'est-ce que le marché dit? Qu'est-ce que vous vendez? À qui vous le vendez? Et comment vous le vendez? Ça s'est très bien passé. Alors, avec Arthur, on avait des visions de la profession qui étaient très proches. Et à un moment donné, monter notre cabinet, c'était un projet qu'on avait caressé depuis la conférence du stage. On en parlait régulièrement, mais au fond, c'est ce qu'on s'était dit. On a des dossiers, mais on n'a pas des clients. Et vous fondez pas un cabinet si vous avez pas des clients. Voilà. Et un avocat, ça doit avoir des clients. Voilà. Donc, moi, quand vous lancez dans une forme dans une aventure entrepreneuriale comme celle-là, ça suscite beaucoup de sympathie. Et moi, je dois dire que j'ai eu autour de moi un certain nombre de gens qui m'ont beaucoup aidé, à qui je dois beaucoup, et qui ont été là au bon moment, un moment qui était important, un moment qui était décisif, et qui m'ont beaucoup soutenu. Et ça c'était très fort. Et quoi qu'il advienne, ça restera toujours. Et donc il y a eu Christophe Basse, il y a eu Marc Sénéchal, il y avait Philippe Druon, il y a Hélène Bourboulou, Jean-Dominique Daudier de Cassini, que des gens qui sont très connus, mais à qui, sincèrement, je dois énormément. Voilà. Et à qui je suis vraiment très reconnaissant. Et donc, quand on a lancé ça, il y a eu une espèce d'effet, quelque chose un peu indescriptible, mais que la plupart des gens qui s'inscrivent dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale, vous raconteront un truc un petit peu bizarre, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, comme si les gens se l'appropriaient aussi, un peu par procuration, de le vivre aussi à travers. Et voilà, donc ça s'est très bien passé, ça a très bien marché, très vite. Et on a eu des beaux dossiers, les autres gros cabinets nous voyaient sur les dossiers, donc une fois, tiens, c'est le hasard, deuxième fois, tiens, c'est rigolo, t'es là aussi, puis la troisième, puis progressivement, ça s'installe. Et puis, au fond, moi, j'en venais de tous ces cabinets-là, donc je les connaissais, et j'avais pas à rougir aussi de ce que j'y avais appris, et ce que je pouvais utiliser pour moi désormais sur ce qui était mes dossiers, parce que pour le coup c'était mes dossiers. Voilà. Et vos clients. Et mes clients, voilà, c'est important. Et donc cette aventure-là, moi j'admire beaucoup cette phase dans l'entrepreneuriat qui est assez forte et qui n'arrive pas toujours dès le départ, et donc du coup je vous félicite de l'avoir eu dès le départ. C'est ce que nous on appelle, en tout cas avec mon associé, qu'on caractérise comme étant la phase de traction. C'est un moment donné en fait où vous travaillez, et vous sentez que la facilité pour atteindre un client, pour être reçu quelque part, ou en tout cas pour faire une proposition, avoir une proposition chiffrée qui monte de plus en plus en termes de prix, commence à se faire quasiment toute seule. Et là derrière, nous on appelle ça le phénomène de traction, où en fait vous avez l'impression d'être tiré et poussé par les autres qui sont avec vous et qui s'approprient votre projet pour vous faire avancer. Et je trouve ça assez incroyable. C'est ça, c'est assez... il y a une part de mystère dans ça, parce que rationnellement, je ne peux pas vraiment expliquer le pourquoi du comment. Je constate qu'à certains moments, il s'est passé telle ou telle chose. Mais oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Et comment vous vivez, entre guillemets, votre transition d'avocat collaborateur très senior au sein du cabinet Sullivan & Cromwell, où vous avez finalement un nom, un réseau international, vous avez des cabinets d'avocats qui sont présents dans quasiment tous les pays du monde, vous avez des services support, des services marketing, des partner track, des formations, des logiciels internes, des bibliothèques, au moment où finalement on a le cabinet Kopf et de Thomas qui se lance à 2 dans un premier temps, ou 3 ou 4.
où finalement on doit aussi commander le PQ, on doit aussi aller chercher sa clientèle, réussir à se faire connaître, trouver des partenaires internationaux lorsqu'on a des deals cross-border. Comment est-ce qu'on fait tout ça et comment est-ce qu'on s'approprie tout ça en plus de la prod qu'on a à fournir? On travaille beaucoup, on se lève tôt le matin puis on se couche tous le soir, on se couche tard le soir, mais non, c'était topissime, quoi. C'était un grand moment de liberté, parce que quand vous faites le saut, c'est assez vertigineux, vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver, vous n'avez pas de certitude, et puis à un moment donné, ça va, quoi. Donc moi je l'ai abordé en me disant, au fond c'était le bon moment, je n'avais pas des prêts démesurés sur la tête, j'étais pas esclave de la situation dans laquelle j'étais, j'avais toujours été très, très vigilant à ça, et on est heureux parce qu'il n'y a pas de contraintes. Alors oui, il faut gérer le truc informatique, oui, voilà, la cuisine, il n'y avait pas assez de café, il faut le faire, mais il n'y a rien de pénible autour de ça. Alors, on essaye de se structurer progressivement, parce que l'idée, c'est pas non plus de le faire comme ça pendant des années, mais il y a ce sentiment de participer à la construction de quelque chose de fort, et non, ça c'est sympa, c'est pour qui a goûté, on peut pas s'en passer, ou presque. Hein, voilà. C'est quoi la plus belle réussite à l'intérieur de ce cabinet que vous avez créé avec Arthur de Thomas? Ce que vous caractérisez comme étant la plus belle réussite? Écoutez, on a réussi à convaincre un certain nombre de gens de nous suivre dans notre projet. Que ce soit les clients, que ce soit nos collaborateurs. Parce qu'on n'a pas démarré juste tous les deux. Hein. Mathieu Della Vittoria, il était présent. Desislava Zagorska aussi, Camille Seta aussi. Et donc, vous aviez des avocats de très très grand talent qui ont accepté de nous faire confiance et de nous suivre. Et ça c'est incroyable. On est très reconnaissant, mais c'est formidable. Et puis après, il y a les dossiers sur lesquels vous mettez votre nom. Donc, chaque dossier, chaque marque de confiance d'un client est totalement enthousiasmant, parce que vous ratez un truc, ça prend des proportions. C'est comme le contentieux, voilà, vous perdez un dossier, c'est la catastrophe, le monde s'écroule, et puis vous en gagnez un, vous êtes le roi du monde ou presque. Voilà. Et puis après, le lendemain arrive, et puis vous savez qu'il faut tout recommencer et tout refaire, parce que l'environnement est extraordinairement mouvant. Vous décrivez finalement un projet qui vous a beaucoup galvanisé, notamment en parlant d'Arthur de Thomas, de ce projet, de cette traction que vous avez pu avoir, et finalement de cette aventure entrepreneuriale qui vous a fait sauter d'un poste et d'une rémunération très importante chez Sullivan & Cromwell à finalement un départ de zéro au sein de ce cabinet. Pourtant aujourd'hui vous n'y êtes plus. Vous avez rejoint le cabinet d'Arroy Villet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, au bout d'un moment, finalement, ce que vous décrivez comme une dopamine extrêmement puissante s'arrête, ou en tout cas s'atténue, jusqu'à ce que vous veniez au sein de ce cabinet? Alors, on sait, avec Arthur, on était deux avocats en devenir, et puis on a été approchés pour aller s'associer à deux autres grands avocats à la réputation établie et très reconnus sur la place, Olivier de Juvigny et Frédéric Pelletier. Donc on s'est rapprochés et on l'a fait. On avait ces compétences du contentieux avec Arthur, du droit de la concurrence, du restructuring, et puis du contentieux aussi avec Frédéric Pelletier. Alors, moi, ça se passait très bien. Hein. On avait une équipe on avait démarré juste avec deux collaborateurs pour moi, mais l'équipe a grossi progressivement. Et franchement, c'était très bien. Et puis, ça vient toujours quand on ne l'attend pas. Vous voyez, à un moment donné, le cabinet d'Arroy m'a proposé de les rejoindre pour développer la pratique restructuring. Donc, c'était après 4 ou 5 ans où on avait monté le cabinet. Et au fond, il y a eu plusieurs choses. C'était Darrois. Darrois,
j'utilise cette métaphore du foot qu'on entend pas mal en ce moment. Vous jouez dans un championnat, c'est super, vous êtes dans un club qui est très bien, et puis vous êtes appelé par le Real Madrid pour le Real Madrid. Voilà, vous y réfléchissez. Moi, c'est Jean-Michel Darrois, j'ai un avocat qui a accompagné ma carrière en ce sens où il a toujours été un exemple, un modèle du contentieux avec le conseil, de la conception du métier tel que moi je me la faisais dessus. Et puis, il y a d'autres considérations, notamment sur le restructuring, où ma conviction était que l'activité, fondamentalement, est une activité connexe. C'est-à-dire que dans le restructuring, vous avez beaucoup de cabinets qui ont émergé en ne faisant que ça, et en se trouvant satellites, au fond, de grands cabinets. Et puis, quand vous regardez les dernières années, vous avez une vraie tendance de fond où cette activité-là, elle est arrivée dans les cabinets. Voilà. Et le restructuring, c'est une matière qui est connexe. C'est une matière qui est connexe au métier, au M&A. Elle a besoin du M&A à l'origination des dossiers et elle a besoin du M&A à l'exécution des dossiers. Le tout dans un contexte où les situations qu'on a à traiter se sont formidablement complexifiées. Et qu'aujourd'hui, vous avez des débiteurs qui viennent et qui ne sont pas simplement l'entreprise industrielle de province qui a ça. C'est des gros corporates qui sont cotés, ils ont mis en place des financements à yield, ils sont allés à Londres se financer avec d'autres instruments, etc., etc., etc. Et donc ça, vous avez besoin de ressources très fortes dans d'autres domaines du droit. Et moi, j'avais la possibilité, avec cette opportunité qui m'était présentée, de le retrouver chez Darrois, et avec des avocats de très très grande qualité, à l'instar aussi de ce que j'avais pu connaître quand j'étais chez Sullivan. C'est voilà, une excellence technique sur les dossiers, une très grande exigence, une très grande éthique aussi, mais dans un cabinet français, avec un centre de décision en France, à Paris, Jean-Michel, bien évidemment, et ses associés. Donc voilà, c'était une décision compliquée, une décision très difficile, parce qu'au fond, moi j'avais monté mon cabinet avec Arthur, et partir et le laisser comme ça, c'était douloureux. Voilà, c'est comme ça. Et donc je l'ai fait, c'était en 2015. Qui vient vous chercher ? C'est les associés du cabinet, les gérants d'alors, Cyril Bonan, Didier Théophile et Martin Leboeuf aussi, qui en charge la pratique de financement et qui est dont le financement c'est très lié au restructuring dessus. Voilà. Et puis après ces échanges que j'ai pu avoir avec Jean-Michel Darrois et avec un process qui prend du temps et dans lequel j'ai pu rencontrer l'ensemble des associés. Quand vous quittez le cabinet que vous avez créé avec Arthur de Thomas, vous avez de la clientèle. Comment se passe l'apport de clientèle au sein du cabinet Darrois, et est-ce que la clientèle que vous aviez à l'époque, avant 2015, était apportable à un cabinet comme Darrois qui travaille énormément sur du large cap ? Alors, en restructuring, vous avez par définition vous avez une clientèle qui n'est pas vraiment récurrente. Parce que quand vous vous occupez d'une société, du débiteur, moi j'interviens débiteur ou actionnaire par opposition au créancier, c'est du one-off. Elle traverse des difficultés qu'elle n'avait pas par hypothèse auparavant et qui, si elles sont résolues, elle ne les connaîtra pas demain. Bon. Donc vous avez simplement dans cette matière un certain nombre d'intervenants, et c'est c'est un domaine qui fonctionne beaucoup à la prescription. D'accord ? Et donc l'offre de services que présentait le cabinet Darrois était très intéressante sur un certain nombre de dossiers. Alors, c'est un gros cabinet, les honoraires ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux dans des plus petites structures, mais les compétences sont spécifiques aussi. Et quand il s'agit d'aller traiter le sujet d'une société cotée ou le sujet d'une société avec un financement structuré complexe, forcément, ça, c'était des dossiers qui n'étaient pas forcément évidents à attraper pour moi auparavant,
parce que je n'avais pas nécessairement les ressources en termes d'exécution. Et pour le cabinet Darrois, quand la situation se présentait, c'était la possibilité de pouvoir intervenir sur ces dossiers. Au fond, quand vous avez un avocat qui rentre dans une structure, alors on cherche toujours à faire des synergies, les faire le tour des clients, etc. etc. Moi j'y crois assez peu à ça. Parce que je pense que pour travailler ensemble, il faut déjà apprendre à bien se connaître. Il faut d'abord apprendre à s'apprécier. Il ne faut pas précipiter les choses. Ça prend du temps. Donc moi j'avais une activité qui était assez forte. J'avais demandé à l'époque à Cyril Bonan, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Est-ce que vous me donnez des chiffres, des objectifs, des contraintes ? Il me dit non, fais comme avant, continue. Ça m'avait beaucoup étonné, mais au fond c'était très sage comme approche, parce que il ne faut pas précipiter les choses, il faut apprendre à bien se connaître, et je vois au fil des années que ce qui était, entre guillemets, ma clientèle, les dossiers que je pouvais originer, depuis, il y a eu beaucoup de dossiers qui l'ont été par la structure, parce qu'on se connaît bien et que on peut recommander tel ou tel associé pour aller faire ça là-dessus. Et est-ce que là, finalement, ce que vous aviez quand vous êtes sorti de chez Sullivan & Cromwell, c'est-à-dire des dossiers mais pas de clients, vous n'avez pas eu peur à ce moment-là, quand vous avez été dragué par le Real de Madrid du droit, que la situation se reproduise, où vous ayez des dossiers qui finalement soient originés par le M&A, soit originés par le financement, et que derrière vous n'ayez plus de clients? Alors, quand je suis parti de chez Sullivan, j'avais des clients. D'accord. J'avais des clients. Et j'ai un mode de répartition qui est assez simple, c'est-à-dire que quand mes clients à l'époque étaient capables, parce que moi j'ambitionnais de rester chez Sullivan, et au fond, voilà, les carrières sont ainsi faites, il faut être la bonne personne à la bonne place au bon moment. Et moi chez SNC, j'étais peut-être la bonne personne, mais j'étais pas à la bonne place et au bon moment. Voilà. Ce que la suite des choses, vis-à-vis d'Arrois m'a dit, pour Darrois, j'étais la bonne personne à la bonne place au bon moment. Bon. Donc, moi, j'avais poursuivi mon développement au sein du cabinet en continuant à développer ma clientèle, et avec un principe assez simple. Quand mes clients étaient en mesure d'assumer les honoraires du cabinet, je le faisais par le cabinet, parce que je m'inscrivais dans cette dynamique de carrière. En revanche, quand ce n'était pas possible, je le faisais moi, mais pour autant que le dossier présente un intérêt. Je ne faisais pas n'importe quoi dessus, sinon je tenais des confrères, tout ça pour le faire. Et ça c'était important parce que c'était une forme une assurance sur la vie. Moi, la vie dans les cabinets n'est pas évidente. Les carrières sont difficiles. Et les carrières, elles sont pas linéaires, les carrières. Il y a des moments forts, il y a des moments plus difficiles. Il faut savoir rebondir, il faut savoir profiter des bons instants, pas s'enivrer, pas imaginer que tout est fini, parce que le lendemain, tout est à recommencer, pour que ça tienne. Donc quand je suis parti de chez Sullivan, j'avais des clients. Voilà. Quand je suis arrivé chez Darrois, j'en avais plus encore, parce que là, c'était beaucoup plus tangible. Sortir de chez SNC, vous avez des clients perso, combien vous faites, etc., mais vous ne construisez pas un business case sur ça. Quand derrière, j'ai 3 ou 4 années d'exercice dessus, alors là c'est plus, donc j'avais pas d'inquiétude, j'avais ça. Après tout était à faire, tout était à construire et tout était à démontrer, même s'ils étaient très très accueillants, bienveillants. Voilà, les attentes existent et elles sont légitimes de la part de la structure. Vous arrivez en 2015, on est en 2021, ça fait 6 ans que vous êtes là. Comment votre portefeuille client a évolué depuis votre arrivée, et comment votre rôle au sein de la structure a été pris, puisque vous nous expliquez que Cyril Bonan vous a dit non mais continuez à développer, ça se fera tout seul. Aujourd'hui, comment ça s'imbrique dans la stratégie globale du cabinet? On a le cabinet Darrois Villet a historiquement une clientèle de gros corporates cotés et des clients de très longue date. C'est tout à fait frappant de voir combien
les fondateurs du cabinet ont été en mesure d'accompagner pendant, on peut le dire, plusieurs décennies des industriels dans leurs projets. C'est la famille Bouygues, c'est François Pinault et plusieurs autres encore. Moi, j'avais des dossiers régulièrement qui venaient et, au fond, des situations sont apparues sur la base de clientèle du cabinet, qui a eu à connaître, soit parce qu'ils avaient une participation qui n'allait pas très bien, soit qu'il y avait une opportunité de rachat d'une société qui était en difficulté, soit qu'eux-mêmes fassent l'objet de difficultés. Donc, il y a eu des situations comme celle-là qui sont présentées. Ce qui était important pour moi, c'est que mes associés comprennent mon activité, comprennent ce que je faisais, comprennent ce qu'on était capable de fournir comme service, comme assistance auprès de nos clients, comment fonctionnait ce petit monde aussi du restructuring qui a ses règles, ses codes, et que eux, dans des situations qu'ils étaient amenés à rencontrer, puissent se dire tiens, j'ai la bonne personne, on peut faire, on peut en parler. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je vous dis, au fil du temps, je vois que ce qui était l'essentiel, mes dossiers, moi, je les ai, ils se sont intégrés dans la structure. Et donc, j'ai des clients sur lesquels d'autres, mes associés, interviennent. Le sens de l'histoire, il est celui-là. Et le mode de fonctionnement tel qu'on l'a, nous, est extrêmement fort de ce point de vue-là. On a par principe sur nos clients plusieurs associés qui interviennent. On n'a pas de sujet d'histoire de PNL, perso, etc. C'est un cabinet qui fonctionne ensemble et qui travaille extraordinairement bien de manière collective. Dans les cabinets américains ou dans les cabinets anglais, ça fait bien longtemps qu'on utilise les mécanismes timesheet pour pouvoir biller des stagiaires, des collabs seniors, des collabs mid, des collabs managers, des counsels, des associés seniors, etc. à des prix particuliers. Je sais qu'au sein du cabinet d'Arrois, on n'a pas ces timesheets-là, on fonctionne sur du forfait. Est-ce que les modalités de rémunération au départ ont été complexes pour vous ? Alors, le cabinet ne fonctionne pas sur les... Effectivement, c'est un des derniers Mohicans, n'a pas fonctionné sur les timesheets. Ça ne veut pas dire que parfois on n'en fait pas, parce qu'on a certains types de dossiers qui l'exigent. Je pense par exemple, quand vous avez des actions en responsabilité, ce genre de choses, qu'il y a un assureur qui est derrière, prenez des assureurs, ils veulent... Voilà. Si le principe n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas non plus. Bon. Si on ne le fait pas, c'est sur un certain nombre de choses, parce que la fixation de l'honoraire n'est pas nécessairement dépendante que du temps. Voilà. Il y a d'autres choses qui viennent... Bien évidemment, quand vous travaillez, c'est pas la même chose suivant que vous allez travailler avec une équipe de 10 personnes pendant 6 mois ou si vous allez travailler une personne pendant 2 semaines. Bien évidemment que ça, mais pas que. Et donc nous, on souhaite avoir avec nos clients des discussions plus sur l'intérêt qu'ils ont pu y trouver, la valeur qu'ils ont pu trouver avec nous sur ça. Alors c'est des mots très généraux. On est confiant sur ce modèle-là, qui est encore un peu à part et un peu le dernier des Mohicans ici. Généralement, on les a a posteriori, ces discussions-là, c'est-à-dire qu'on prend le risque, au fond, que notre client, à la fin, dise, voilà, alors que la prestation est faite. Mais voilà, c'est comme ça que les fondateurs du cabinet l'ont structuré. C'est ancré dans le cabinet, même si aujourd'hui on est plus de 80, on est un nombre important, plus important. Le cabinet a grossi de plus de 20 personnes en 5 ans, c'est énorme, on est passé d'un peu plus de 60 à un peu plus de 80. Mais au fond, ça fonctionne. Alors, sur les sujets de rémunération, il n'y a pas de corrélation par rapport au nombre d'heures qui sont facturées là, donc c'est indifférent. Et je vous l'ai dit, on ne tient pas de PNL perso. Ce qui est d'ailleurs essentiel. Il y a assez peu de cabinets, je crois, qui peuvent s'en prévaloir, et ça nous donne une force
je crois, considérable, c'est que individuellement, chacun des avocats de nos cabinets n'a pas arbitré selon qu'il travaille pour son dossier ou celui d'un des associés. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'intérêt particulier à travailler plus sur son dossier que sur un autre. Et au résultat de ça, on est très fluide dans l'organisation et on a des associés sur qui on peut compter. Et c'est important d'être... voilà. Moi, je crois beaucoup au travail en groupe, travail en équipe. Et de ce point de vue-là, le mode de fonctionnement est tout à fait remarquable, quoi. Je partage complètement et je reviens aussi sur la facturation à la valeur. Et j'en discutais avec l'associé actuel de Christophe Basse, qui est François Mazon, qui est l'ancien directeur général de Capgemini et Soprasteria, qui m'expliquait que s'il arrive à obtenir 100 000 euros pour un client, peu importe qu'il ait travaillé avec une armée pendant des mois ou qu'il ait passé un coup de fil de 10 minutes, s'il arrive à obtenir le résultat, il a le droit à une part de ce résultat. Et je crois énormément à la facturation à la valeur. C'est vraiment quelque chose qui est très important, que ce soit une valeur financière, que ce soit une valeur morale, que ce soit une décharge mentale par rapport à l'intéressé, que ce soit de la réputation, que ce soit sur une question de principe. La valeur est toujours la plus importante. Oui, les clients l'entendent. Alors, il n'y a pas de principe et de règle générale parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main non plus. Et il y a des fois, votre client peut... Mais c'est bien de les accompagner, voilà, pour le meilleur et pour le pire, dans les bonnes opérations qu'ils font, dans les moins bonnes, et avoir cette flexibilité-là, pas avoir nécessairement à référer à New York de ce qui doit être fait, c'est un point important, voilà, c'est une vraie force pour le coup du cabinet. Depuis 6 ans, vous êtes au cabinet, François. Aujourd'hui, vous en êtes le managing partner. Qu'est-ce que ça veut dire être managing partner du cabinet Darrois Villet ? Alors, les associés m'ont fait confiance pour animer aux côtés de Martin Leboeuf. Les fonctions au sein du cabinet sont assurées à deux. Dans la suite de Cyril, qui 5 années durant l'a exercé, et je crois de la meilleure des manières. Les fonctions, voilà, d'animation du cabinet. Alors un cabinet d'avocats, c'est pas une entreprise comme les autres, hein. Vous n'avez pas un chef et vous avez des individualités qui sont fortes et des individualités qui n'ont pas nécessairement à entendre par qui que ce soit ce qu'elles doivent faire sur leur quotidien. Donc au fond, c'est permettre, c'est gérer un petit peu l'outil, l'accessoire, les moyens pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc il y a des sujets, voilà, il y a les équipes à gérer, il y a le sujet collaborateurs, les salariés, enfin, il y a toute une série de choses pour animer et puis faire en sorte que au sein du cabinet, tout le monde s'y sente bien, ait envie d'y travailler, et les moyens pour exercer son activité, ce qui est pas simple, hein, avec toujours les mêmes problèmes, l'informatique qui n'est pas assez performant, voilà, parce qu'on voit surtout ce qui ne marche pas forcément ce qui marche derrière, et puis aussi animer le cabinet sur des décisions importantes, des décisions stratégiques, avoir peut-être une hauteur de vue, et puis en parler et le proposer à tous. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 ans, c'est une expérience formidable qui prend du temps. Me concernant, je suis très attentif à rester très près de mes dossiers, parce que fondamentalement, ce qui me plaît, c'est mes dossiers, c'est le droit, c'est tout ce qu'on fait, et j'y suis très attaché. Mais voilà, donc on s'occupe de ça et d'un cabinet qui est une superbe structure, et avec la responsabilité qu'on a sur, au fond, on a tous beaucoup de chance, je crois. Chacun d'entre nous, chacun des associés qui est là, a beaucoup de chance d'y être. Chaque histoire est différente, il est arrivé par hasard, il lui a proposé, etc. Mais on a entre les mains un cabinet incroyable qui est le fruit d'une rencontre exceptionnelle entre Jean-Michel Darrois, Philippe Villet, Alain Maillot et Emmanuel Brochier. Et
on y est, on a beaucoup de chance d'y être, parce que c'est une plateforme absolument extraordinaire, la marque est formidablement puissante, et on a une responsabilité collective forte de faire perdurer ça. Voilà. C'est ça ce qu'ont voulu les fondateurs. On est très attachés à beaucoup des valeurs qui ont été données au départ. Là, on a un mode d'exercice qui est particulier à certains égards. Voilà, on est très attaché à la défense de nos clients, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte, à nous, être avocat à leur côté, même dans les métiers du conseil. Et voilà, c'est ça qu'on doit pérenniser avec les spécificités du cabinet, ce mix tout à fait particulier du conseil et du contentieux. Cette activité est menée très forte, mais autour de ça, un certain nombre de pratiques, pas toutes, qui sont avec des avocats brillants et qui aident à traiter les gros dossiers menés en même temps qu'ils ont chacun une activité de plein exercice dans leur domaine d'activité. C'est le droit public, c'est la concurrence, c'est le droit fiscal, et c'est le contentieux, c'est toutes ces matières et le restructuring désormais. Vous avez parlé tout à l'heure des 4 fondateurs, donc Jean-Michel Darrois, Philippe Villet, Alain Maillot et Emmanuel Brochier. Ça fait longtemps qu'ils se sont rencontrés. Ils ont déjà beaucoup d'expérience sur le marché parisien. Ce sont déjà des avocats qui travaillent encore, mais qui partiront un jour. Est-ce que la stratégie d'avenir du cabinet, suite au départ des fondateurs, est déjà mise en place et déjà prête ? Alors, les fondateurs, Philippe Villet est aujourd'hui décédé, vous le savez, ils sont encore très présents, hein, je veux le dire. Le patron est là. Je passerai le voir. Et ils sont là. Alain Maillot, il est là. Emmanuel Brochier aussi. Et donc, ils sont très présents. Et collectivement, on est très attachés à ce qu'ils continuent à être là. Voilà, on est heureux qu'ils soient là. On a besoin d'eux. Et c'est important. Bon. Maintenant, le cabinet a évolué, le cabinet a grandi, parce que naturellement, ce qu'ils font aujourd'hui et leur contribution sur le dossier n'est pas exactement la même que celle qui existait il y a 20 ans. Hein. Le cabinet a été fondé il y a un peu plus de 30 ans. Les choses ont changé. Hein. Comme des jumbo deals qui sont là, il y a des équipes derrière et des ressources très très importantes, et il y a des talents très forts. Et une des grandes forces, je crois, de ces fondateurs, c'est d'avoir réussi à agréger au sein du cabinet des talents merveilleux. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment, ils sont connus parce que chacun dans leur matière est très connu, et ils interviennent beaucoup sur un dossier. Alors, les choses vont se poursuivre comme ça. Le cabinet existe, la marque, je crois, est établie. Elle a un vrai rayonnement en France, à l'international également. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de gagné. Et ça, pour que ça dure, il faudra toujours appliquer les mêmes recettes que les fondateurs nous ont apprises, c'est-à-dire travailler, beaucoup travailler, donner le meilleur de nous-mêmes, être intelligent, être innovant, le tout dans un marché qui a lui aussi beaucoup changé, parce que les talents sont très nombreux. Vous avez sur la place de Paris beaucoup de gens qui sont très bons. Et l'offre de services en droit chez les cabinets d'avocats est très grande, plus sans doute qu'il y a 20 ans. À l'époque, vous aviez quelques cabinets, c'était tout à fait isolé. Maintenant, vous prenez dans les cabinets, je ne vais pas les citer non plus, mais au sein de toutes ces structures, vous avez des gens d'énormes talents. Alors nous, on se distingue sur un certain nombre de spécificités, sur des dossiers. Je crois qu'il faut qu'on continue à faire ça, à attirer les talents, les meilleurs, parce que dans un métier de service, au fond, il faut en toute hypothèse, en toute circonstance, être capable d'avoir les meilleurs autour de la table pour donner les meilleurs services à nos clients.
François Kopf, je vous ai pris beaucoup de temps cet après-midi parce qu'on a beaucoup échangé, mais j'ai quand même une dernière anecdote qui m'est revenue aux oreilles par différents de vos confrères de votre génération. Et ils m'ont dit que lorsque vous travailliez avec maître Dominique Bonpoint, un jour il a fait une réflexion par rapport au taudis de bagnole qu'il pouvait y avoir au sein du garage. Et apparemment, avec certains de vos collaborateurs et collègues au sein du cabinet, vous êtes avec votre premier bonus, tous vous allez vous acheter une belle bagnole pour qu'ils puissent un petit peu se taire. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin non plus. Il y a eu une belle année chez Sensi et il y avait ce statut, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais qui était pour le coup assez favorable, qui reflétait bien la structure, qui était qu'il y avait à seniorité égale les mêmes rémunérations en dollars, parce qu'on était payé en dollars, qu'à New York. Voilà, tout le monde était pareil, one firm. Bon. Et il y a eu une année sur laquelle les bonus étaient conséquents. C'était des gros bonus. Bon. Et donc, on était toute une bande de copains là-bas, des collaborateurs, parce que vraiment, c'était des potes tous. Et d'ailleurs, on est restés tous à se croiser. C'est Laurent Ben Saïd, c'est Marjolaine Baudry, c'est Nicolas Message, voilà, c'est Ashkan Karibi. Enfin, c'est tous ces gens-là qui étaient là. Et on s'est acheté des belles voitures. Tous, pas nécessairement de manière concertée, mais avec un effet d'entraînement. Et à la fin, Dominique, qui n'avait pas dit que c'était un parking de merde, ça c'est pas vrai, mais qui a dit que maintenant, fort de ces véhicules, le parking du cabinet ressemblait vraiment à quelque chose et que c'était quand même un peu plus sympa. Et il y avait eu cette anecdote très drôle aussi. Il y avait un collaborateur, il se reconnaîtra, qui était arrivé au cabinet d'un autre cabinet. Et puis le deuxième jour, il reçoit sur la boucle email du cabinet ce message qu'il a beaucoup marqué. Le collaborateur qui a garé, je ne sais pas si c'était sa Ferrari ou sa Porsche, sur la place de Monsieur Le Gall est prié de bien vouloir déplacer son véhicule. Et il s'est dit, où est-ce que je suis tombé ? Voilà. Mais c'était très sympa. Voilà. C'est après, forcément chez Journal. Voilà. Donc, voilà. La vraie histoire, c'est celle-là. Très clair. François, vous êtes ici depuis 6 ans, vous êtes managing partner du cabinet, vous avez une équipe qui est en train de se développer, dont l'ensemble des collaborateurs et des associés sont contents de travailler avec vous. L'ensemble du cabinet a l'air d'être extrêmement bienveillant et ne pas tarir d'éloges à votre égard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite ? Alors, de continuer comme ça, de continuer à faire grandir les équipes aussi. Voilà, moi, ma responsabilité aujourd'hui est de donner le meilleur pour la structure, bien évidemment, mais de faire grandir les gens qui travaillent avec nous, à l'égard desquels on a un certain nombre d'obligations, au fond. Alors, tout le monde ne va pas finir associé au sein de la structure, bien évidemment, parce que dans tous les cabinets, c'est pas ça. Mais au fond, on a la possibilité, on a le devoir, je crois, de les faire grandir, de leur faire apprendre leur métier, de leur donner un actif pour la vie qu'ils utiliseront par la suite. Voilà. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui auquel je suis extrêmement attaché et à faire grandir chacun de mes collaborateurs. Ils vivront, et plus encore au sein du cabinet, chacun aura sa vie, ses choix professionnels. Certains continueront d'être avocats, d'autres voudront changer de métier, faire un MBA, partir dans des fonds, ça c'est vu. Mais c'est important que chacun puisse se dire, en tout cas c'est mon ambition, j'ai pas perdu mon temps, j'ai appris beaucoup de choses, c'était dur, parce que c'est dur, ces environnements, mais voilà, ça m'a apporté beaucoup, c'est un actif, et la personne que je suis aujourd'hui tient les résultats aussi de cette période, de tout cet apprentissage. Voilà. Ça, c'est important. Voilà, transmettre. On m'a beaucoup donné, et à mon tour de transmettre. Je crois que c'est ça qui est important dans les carrières, un peu la parabole de la carrière d'un avocat.
Et mon mentor me dit la même chose, c'est que à chaque fois je le remercie quand il passe du temps avec moi et qu'il me donne ses histoires, qu'il m'explique ses business, etc. Et en fait il me dit ne me remercie pas, jure-moi juste que tu rendras la même chose que ce que je t'ai donné à quelqu'un qui arrivera a posteriori. Et je pense que c'est une excellente chose. C'est très juste. Merci, mais plaisir. Merci beaucoup, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.